Bonjour et bienvenue dans le dernier épisode de ce Vlogmas 2023. Ouais, moi j'aime bien aller jusqu'au Nouvel An qui pour moi est une fête... c'est ma fête préférée plus que Noël. Donc j'aime bien aller jusque là. On est le 25 et je viens vous montrer mes cadeaux laineux que je me suis fait de mois à mois. D'abord, le calendrier de l'Avent complet. Donc c'est le calendrier Iris de Artemis Yarns. J'avais pris la version week-end. Et donc je vous les ai montrés au fur et à mesure, mais voilà ce que ça donne complet, les 4 écheveaux du week-end. Donc très pastel, hein, qui était le thème de cette année. Très joli. Et il y avait les chevaux du 25 avec un petit mini qui est celui-ci. Le petit mini qui allait avec, mais si on veut, on peut tout à fait intégrer les... Oui, je sais pas, non. Intégrer les 5 ensemble. C'est une palette de couleurs qui est très très douce. C'est pas forcément mes types de couleurs préférés, mais je trouve que l'exécution est très très jolie. Et j'ai plus qu'à trouver. Un projet qui irait bien. Je sais pas, parce que j'ai pris la base sock, donc c'est celle qui a du nylon. Parce qu'autant je vais juste en faire des chaussettes. Je verrai bien. Le petit mini est très sympa, un petit peu plus... C'est un peu un combo de tous les coloris de l'Avent. J'avais pris une des boîtes de Noël du Bruit des Aiguilles. Donc elle avait proposé un écheveau secret avec 2 thèmes différents. Moi j'avais pris le thème moineau. Et donc c'est... Je suis complètement fan. Donc c'est un autorayant. J'aime beaucoup beaucoup les couleurs. Moi qui en ce moment cherche pas mal des laines à chaussettes plutôt sombres, ça tombe très bien. Donc ça va avec ce petit mini. Très très bien. J'ai commandé aussi son... Donc elle fait tous les mois un coloris mystère inspiré d'un film ou d'une scène d'un film. Pour janvier c'est le film Barbie. Et la palette de couleurs me plaît beaucoup. Je suis très curieuse de voir ce qu'elle va faire. Et je m'étais aussi pris la box filage de Lily sur un fil. Et donc je vais vous montrer ça. On a 3 tresses. Celle-ci c'est un mélange de mérino et de race locale non teint. Ça sent beaucoup le mouton. Enfin, ça sent plutôt bon. Il y a l'odeur de mouton, mais par-dessus il y a une odeur un peu de savon. C'est un très très joli marron. Je pense que ça va être assez facile à filer parce que ça m'a l'air... Donc c'est principalement du mérino et ça m'a l'air assez ouvert. Ouais. Et ensuite il y a 2 fibres de mérino teintes. Là aussi c'est des coloris assez doux qui se ressemblent un peu, mais celui-ci est un petit peu plus varié avec des tons roses et verts. Et celui-ci est plus dans l'ensemble pêche avec des nuances. Typiquement, ce dont je vous parlais dans le dernier Vlogmas, le fait, ce que j'ai découvert récemment, la technique de filage combiné, de prendre différentes couleurs de fibres et de les mélanger ensemble pour faire une même laine. Je pense que là, on est sur quelque chose, même les 3. Même si ça, c'est pas tout à fait la même... Ah, c'est pas une mauvaise idée, hein. Même si ça, donc il y a mérino et race locale, mais honnêtement, je pense que ça se mélangerait pas trop mal. Ouais, typiquement, je pense que ça marcherait bien avec celle-ci. Et il y avait pas mal de petits accessoires filage, des outils pour mesurer l'épaisseur. Alors il y en avait 2, l'autre qui était plus... simple, je l'ai gardé en bas en fait là où est mon rouet parce que je n'en avais pas. C'est pour... alors il y a une aide aussi pour la direction dans laquelle on file, en S ou en Z. Et
je comprends pas ce système, je ne suis pas penchée dessus. Donc je ne saurais pas vous expliquer exactement, mais ça en fait, ça. Et l'autre outil qu'il y avait dans la box a uniquement ça. Ça permet d'essayer d'identifier le poids d'une laine. Vous pouvez le faire aussi avec une laine que vous avez, si vous avez une laine et que vous ne savez pas exactement quel poids c'est. On peut se repérer en mesurant le nombre de tours qu'on peut faire par pouce. Donc ça c'est 1 pouce, c'est cette encoche là. Et en fait, si on enroule le fil, alors je vais le faire dans l'autre sens, si on enroule un fil, hop, en les laissant se poser les uns contre les autres comme ceci, pas trop serrés mais qui se touchent, bon je le fais super mal mais vous avez compris, voilà comme ça, et on remplit le pouce, le nombre de tours qu'on arrive à caser dans un pouce, ça va nous donner une indication de l'épaisseur du fil. Et donc là c'est marqué, si on fait que 5 ou 6 tours c'est de la super bulky, si on fait entre 16 et 18 tours c'est de la dentelle par exemple. Voilà. Donc ça c'est super utile, j'en avais pas, j'ai gardé l'autre en bas. Celui-ci je vais le garder aussi au cas où. On a des petits marqueurs aussi et des étiquettes, ce qui est super pratique. Même si pour noter le poids, la composition, le métrage, etc. Même si je me connais, je me souviendrai jamais d'utiliser des étiquettes pour mes laines filaments. Et voilà, voilà pour mes petits cadeaux laineux. Je vais poser ça sans trop faire de bruit. Et voilà, je suis dans un état végétative, j'ai trop mangé. J'ai pas trop, ça va, j'ai pas trop mangé, mais comme c'est des repas lourds dont j'ai peut-être moins l'habitude, je suis vraiment... Oh. Voilà. Marius fait la sieste. Il a abandonné toute idée d'être actif aujourd'hui. Je vous ai peut-être mis la petite séquence. J'ai bien séparé, j'ai bien avancé sous la séparation corps et manche de mon pull en déliant. Et je l'ai essayé. Les mesures sont ce que j'attendais. Ça m'a l'air d'aller. Il y a un petit truc qui est marrant. C'est que le pull a tendance à faire un pli et à remonter ici au niveau où, en fait, où il y a ces lignes de maille en vert. C'est pas comme sur certains yokes, parfois vous avez un pli qui se forme comme ça, c'est parce que le yoke, il n'y a pas assez de c'est trop petit pour passer les épaules. Là, c'est pas ça, parce qu'il y a bien assez de matière et en plus c'est un raglan. En fait, je pense que c'est la transition entre le col en côte et cette zone qui sont en circulaire avec des augmentations tout autour et les augmentations en raglan qui fait que vous, en fait, vous le voyez un peu, même quand je le tiens comme ça fait une encoche là. Et au porté, ça fait vraiment un pli. Je pense que ça va se lisser un peu au blocage. Je le vois aussi sur les photos des autres testeurs. En fait, ouais, on dirait qu'il y a un trop grand écart entre le col et la zone juste après les mailles en vert. Alors que, pourtant, du coup, il y a un plus petit écart sur ma version puisque j'avais monté plus de mailles pour le corps. Donc les augmentations que j'ai faites ici, j'en ai fait beaucoup moins. En fait, je pense que c'est juste voilà, la combinaison du fait qu'on passe d'augmentation yoke à raglan, les rangs raccourcis qui sont là, plus ces mailles en vert. Devant, ça fait assez joli en fait parce que ça fait comme des petites épaulettes. Mais j'espère juste que ça va pas rester... voilà, vous voyez, ça peut faire une bosse comme ça. Mais ça, faut voir une fois bloqué et une fois qu'il y a les manches dessus qui vont tirer un petit peu et aplatir tout ça. Mais niveau taille, aisante, etc., je suis bien contente. Tout se lisse bien quand je le porte, ça va être très très chouette. Vous voyez un petit peu le motif qui continue, un peu avec un effet d'ombre sur le reste du corps. Je vais faire les manches, là je pense. Je vais faire une manche, et si après, vraiment ça me gonfle, je ferai le corps. Mais j'aimerais bien faire les deux manches.
pour en finir avec le jacquard à 3 couleurs. Mais voilà, j'arriverai peut-être à finir ce projet cette semaine. Tout dépend de si je reçois la laine pour faire mon autre test. Si je la reçois pas, je vais pas forcément monter d'autres projets cette semaine. Donc celui-là a de bonnes chances d'avancer assez rapidement. Mais si je la reçois, j'alternerai entre les deux. Et là, celui-ci sera peut-être pas fini pour le nouvel an. Voilà pour ce petit coucou du dernier Vlogmas. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, puisque vous verrez cela le 31. Et je vais vous inonder de vidéos de Mota. Coucou, mercredi, oui. Le temps entre Noël et le Nouvel An, hein. J'ai pas mal de choses à vous dire et donc je me suis un peu installée sur le canapé avec monsieur. Voilà. Et la première chose, c'est que j'ai publié un nouveau modèle. Il s'agit de Canopy, qui est donc un modèle de housse de coussin. Donc en termes de forme et de taille, c'est complètement personnalisable. Le patron vous donne des instructions pour réaliser une housse carrée comme ceci, qui convient à un coussin de 50 par 50, et une housse rectangulaire comme ceci, qui convient à un coussin de 50 par 30.
mais vous avez dans le patron la formule pour n'importe quelle taille. En fait, vous avez juste à rentrer le patron vous explique tout pour déterminer la taille de housse nécessaire adaptée à la forme de votre coussin parce que la housse doit être un petit peu plus petite. Et donc le patron vous dit juste, une fois que vous savez quelle circonférence vous voulez, je vous donne la formule et vous trouvez le nombre de mailles à monter. C'est un motif texturé de mailles en verre et mailles glissées. C'est tout simple, ça se fait sur 2 mailles. Et en fait, on fait essentiellement les 4 mêmes rangs. Vous avez un rang de points mousse et un rang de mailles glissées que vous répétez en faisant des rayures de 3 couleurs ou pas. Vous pouvez tout à fait utiliser une seule couleur et avoir juste un effet texturé ou utiliser plein de restes. C'est donc un motif assez simple qui est en diagramme et en écrit aussi. La seule chose à laquelle il faut penser, c'est que comme vous avez des mailles glissées, il faut bien glisser avec le fil sur l'arrière. Donc c'est écrit 3 fois dans le patron. Mais je vous le dis aussi parce que je sais que c'est quelque chose qu'on oublie facilement quand on fait une maille en verre et une maille glissée, de remettre le fil derrière. Mais une fois que vous avez chopé le coup de main, c'est tout bon. Comment ça se construit? Donc on monte les mailles de manière provisoire ici. Vous utilisez le montage provisoire que vous voulez. Je vous en conseille un, mais tout montage provisoire fonctionne. Et vous tricotez en rond tout le tour de la housse. Arrivez à l'endroit au milieu. Si vous voulez faire une ouverture sur l'arrière de votre housse, c'est facultatif, mais si vous voulez en faire une, vous insérez un fil contrastant et vous continuez jusqu'en haut de votre housse. La housse est refermée par un rabat à 3 aiguilles en haut, et en bas vous défaites votre montage provisoire et vous faites un rabat à 3 aiguilles aussi. Vous pouvez éventuellement changer cette finition si jamais cette technique du montage provisoire ne vous plaît pas. Moi c'est ce que j'ai choisi parce que je trouvais que le montage provisoire, que le rabat à 3 aiguilles du coup, comme c'est fait sur l'endroit vous avez une couture visible, je trouvais que du coup ça fonctionnait bien avec la texture du coussin. Mais si jamais vous vous demandez pourquoi ne pas faire comme un montage de chaussettes, le Judy's Magic Cast-On, pour éviter d'avoir un montage provisoire, la réponse est ça, c'est parce que si vous faites un Judy's Magic Cast-On, pour avoir une finition symétrique en haut, vous devrez faire un remaillage, donc un grafting, et ça vous fera 2 lignes de jersey en droit, donc quelque chose de plat, et qui va faire comme un creux. Moi je trouvais que c'était pas adapté par rapport à la texture du coussin, mais vous faites ce que vous voulez. Le patron vous donne beaucoup de détails sur les finitions, et notamment vous avez une vidéo complète pour l'ouverture à l'arrière. Donc comme je vous l'ai dit, arrivé à la moitié de sa housse, vous insérez un fil contrastant et ensuite en fait on va faire comme sur des moufles convertibles, on fait des rabats en côte avec des boutonnières ou pas. Ici j'ai mis des boutons pression. Vous pouvez aussi insérer une fermeture éclair, c'est ce que vous voulez, mais le patron vous donne des instructions donc pour faire des boutonnières. Et vous avez hop, les fils que j'ai pas rentré parce que c'est dans l'intérieur du coussin. Voilà. Et donc vous avez cette ouverture qui vous permet de laver la housse tout simplement. Et vous avez une vidéo complète pas à pas pour toute cette partie là. Donc c'est rien de difficile, c'est juste il faut bien suivre les différentes étapes de mise en place. En fait on va enlever le fil contrastant qu'on a inséré, ce qui va nous laisser un trou. Et on va pouvoir faire des côtes en haut et en bas. Tu boudes ? Je bouge trop. Et ensuite, il faut coudre les rabats sur les côtés pour qu'ils soient bien tenus et que ça fasse une finition propre. C'est juste la petite couture ici. Hein. Voilà. Mais là aussi, c'est assez facilement modifiable si vous voulez pas trop vous prendre la tête. C'est facultatif complètement, donc vous pouvez juste faire une housse qui soit ne s'enlève pas, soit si vous voulez avoir l'ouverture en haut, vous insérez une fermeture éclair en haut et ça vous évite
tout le placement de cette bande sur l'arrière de la housse. Voilà. Donc moi j'ai utilisé pour celle-ci de la Landlust Alpaga Merino 100. Donc c'est un fil plutôt worsted, mélange alpaga merino en vert, brun clair et noir. Et pour celle-ci, la Woolbutt Cassia, donc qui est un mélange laine acrylique que vous trouvez sur le site de Butinette en gris clair, gris foncé et prune. Le motif rend très différemment en fonction de l'ordre des couleurs aussi, donc on peut vraiment jouer avec les différentes associations. Je trouve qu'un truc qui fonctionne bien, si jamais vous êtes comme moi, vous avez un petit peu de mal à associer des couleurs, prendre deux neutres, deux tonalités d'un même neutre, donc là vous voyez les deux gris et une couleur que vous aimez bien, donc là le prune, ça marche bien. Vous pouvez aussi faire des camailleux, voilà, tout en bleu, tout en ocre, voilà, ce genre de choses. Ça marche bien. Ou trois neutres, ou trois couleurs pops, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus péchu, niveau coloris. Et voilà. Voilà pour Canopy. C'est mon premier modèle d'accessoires pour la maison. N'hésitez pas à regarder les versions test pour vous donner quelques inspirations en termes de couleurs. Beaucoup ont fait des formes, des tailles différentes aussi. C'est comme je vous le dis, il ne faut pas avoir peur si vous n'avez jamais fait de housse de coussin. C'est très accessible, notamment parce que vous avez la vidéo complète qui vous donne vraiment toutes les étapes pour l'ouverture derrière. Et en soi, le tricot, vous tricotez en rond à un motif de 2 mailles. Voilà, avec des mailles en vert et des mailles glissées. Voilà pour Canopy, donc qui est disponible sur mes boutiques. Et vous avez pour la sortie jusqu'à ce soir, normalement vous voyez ceci le 31, vous avez une petite réduction de lancement, c'est moins 15% avec le code Canopy. Petit secret, les réductions de lancement sont valables en fait jusqu'au lendemain à 8 h. Je fais ça pour couvrir toutes les... Ça te plaît pas? Tous les fuseaux horaires. Voilà, donc si jamais vous fêtez pas le nouvel an, vous avez encore le code valable jusqu'à demain 8 h. D'autres choses à vous dire. Et on gratte et on gratte. Je porte d'ailleurs mon pull Maple Flower qui est un de mes modèles aussi. C'est un pull avec ce panneau de torsade sur le devant. Dis donc. C'est très bien, bravo. Le dos est tout en jersey. Vraiment, tu joues jamais. Il se moque de moi, un complet. Hein. Et ça se tricote en sport. C'est un pull à épaules tombantes. Voilà. Je voulais vous faire un petit point sur le test que je vais commencer pour le pull Citrine de Vernit. Non mais vas-y, hein, je t'en prie. Hein. Ah. Donc, je vous ai parlé, mais 2 secondes, je vous ai parlé du pull Citrine. En fait, ce qu'il veut, c'est que je m'annonce pour qu'on dorme tous les deux. Je vous ai parlé du pull Citrine de Vernit que je vais tester pour elle. Et je vous avais montré plusieurs échantillons dans le vlog précédent. Sauf que l'échantillon qui fonctionnait le mieux, le fil que j'avais dans mon stash était bleu. Et je voulais pas que ce pull soit bleu. Donc j'ai commandé d'autres coloris. Sauf que donc c'est la marque Woolenit qui est basée en Angleterre. Et je l'ai reçu hier. Donc je l'ai commandé le 18 au soir et je l'ai reçu le 26. Je ne sais pas quel karma va me tomber dessus pour contrebalancer cette chance. Mais donc j'avais pris ce coloris qui est le coloris rouge automnaux. Et ben donc je vais faire mon test dans ça. Donc je vais commencer et alterner avec... Non mais vraiment... Et alterner avec
Le pull en jacquard, donc je suis sur la manche qui avance lentement parce que c'est un petit peu pénible, la petite circonférence, les 3 couleurs, tout ça, mine de rien. Même si le motif est simple, voilà, ça va moins vite que ce que j'espérais. Donc j'alternerai avec ça, qui devrait être un tricot un petit peu plus détente, même si c'est texturé, c'est une texture intuitive. Bon, par contre, faut que je bobine, parce que comme je veux le tenir en double, il faut que je fasse des cakes pour pouvoir prendre de l'intérieur et de l'extérieur. Voilà, c'est le seul truc, c'est que il n'y a pas moyen de prendre en double depuis le cône, forcément. Donc je vais faire ça. Donc c'est le Merino en cône de Wooly, si jamais. C'est 25, 20, 27 entre 25 et 30 livres le cône de 500 grammes. Donc vous avez 2300 mètres de fingering. Donc une quantité pull en gros pour tout le monde en fingering. Et en double, si vous faites de l'ADK, donc ça fait 1175, oui. Enfin, parce que c'est pas 2300 exactement, c'est 2350, quelque chose comme ça. Bref. Peut-être que si je regarde, tout simplement. Non, il y a juste écrit 500 grammes. Bref, en double, ça couvre une quantité pull DK jusqu'à à peu près 105, 110 cm de tour de poitrine, je pense. Après, il faut peut-être prendre un cône en plus. Mais donc, c'est assez avantageux financièrement. Il y a beaucoup de laine, voilà. Et je voulais vous montrer ce que je suis en train de lire. Je lis ça. Donc, The House of Always de Jane Lyons. Donc, c'est le livre 4 du Cœur des Dragons, donc avec un H, cœur avec un H. Le premier livre, c'est Le Fléau des Rois. Ça, c'est le tome 4 sur 5. C'est une série de fantasy. C'est un peu difficile d'en parler. C'est une série que je trouve très intéressante, mais que j'ai un petit peu de mal à lire. Vous savez, vous avez des... de l'art, voilà, vous avez l'art que vous admirez, intellectuellement, etc. Et l'art qui vous divertit et qui fonctionne à fond pour vous. C'est quel type d'art le jouet là, Rota? Et ce livre, et cette série, elle est vraiment plutôt du côté du truc que j'admire. Ça dépend, mais c'est vraiment à la limite et plus du côté admiration. En fait, j'aime cette série plus pour le concept et en y pensant que ce que je n'aime la lecture vraiment. Parce que c'est super compliqué. Donc l'histoire de base en fait est relativement classique. Si on la sursimplifie, on suit dans le premier un personnage qui va un peu retrouver son identité, qui est un peu qui va se découvrir une nouvelle identité en gros qu'il avait oubliée. Et grosso modo, ça va être une question de personnes destinées à vaincre une force néfaste, blablabla. C'est plus alambiqué que ça, mais en gros, voilà, scénario de fantasy classique, qu'en penses-tu, Mota? Scénario de fantasy assez classique. La richesse de ce livre, c'est plus, d'une part, les personnages qui sont très complexes, extrêmement bien faits, attachants, très différents des uns des autres. Il y a beaucoup de personnages. Les relations entre les personnages sont vraiment bien faites, quel que soit le type de relation. Et l'autre force, c'est vraiment le schéma narratif. En fait, tous les livres, on va suivre l'histoire de manière complètement détournée. Par exemple, dans le premier, on suit une conversation entre deux personnes qui racontent une histoire. Et donc on a un chapitre, une personne qui raconte une histoire, l'autre chapitre, l'autre personne qui raconte une histoire.
on lit en fait le compte rendu de cette conversation annoté par quelqu'un d'autre, d'accord? Donc en fait, on a deux personnes qui discutent, la personne qui lit cette conversation, qui la retranscrit et qui met des notes, qui la commente en s'adressant à quelqu'un d'autre. Souvent, en plus, les deux récits qui sont faits, c'est toujours deux. Parfois, il y en a trois. Bref. Les récits qui sont faits n'ont pas la même temporalité. Donc souvent, ce qui se passe, c'est qu'une personne va être en avance dans le temps par rapport à l'autre. Et donc, on est constamment en train de réfléchir à qui parle, à qui il parle, qui lit la conversation, à qui la personne qui lit la conversation s'adresse dans les notes de bas de page, et quelle est la temporalité de toutes ces personnes. Voilà, donc à quel moment les personnes conversent, à quel moment ils racontent l'histoire par rapport à l'autre récit qui est fait, à quel moment la personne qui note lit le compte rendu. Et c'est assez compliqué parce c'est vraiment très important de suivre. En plus, il y a des histoires de réincarnation et d'échange d'âmes, c'est pas la même chose. Et donc chaque personnage a 15 noms différents. Et le truc, c'est que généralement dans les trucs de fantasy comme ça, qui sont un petit peu alambiqués, on se dit ouais c'est bon, voilà, c'est un enrobage geek, mais en vrai t'as pas besoin de vraiment prêter attention. Je pense par exemple à certains films Marvel où vraiment tu vois qu'ils essaient de faire tout un contexte fumeux, qu'ils essaient de faire des règles de magie, de machin bidule, mais même si tu suis qu'à moitié, si t'es à moitié endormi devant le film, c'est pas grave, tu comprends quand même ce qu'il se passe. Là, non. Parce que tout est très intentionnel. Et c'est ça que je trouve très impressionnant, c'est que l'autrice, vraiment, elle tisse un truc hyper compliqué. Et en fait, il faut vraiment être à fond dedans pour suivre le truc. Si je suis pas à fond dedans, et si je garde pas en tête tous ces paramètres, je sors facilement de l'histoire parce que on loupe des informations. Le schéma narratif est vraiment bien fait. Ça permet plusieurs choses. Ça permet d'avoir un rythme qui est très intriguant parce qu'en fait, comme on est vraiment lâché dedans, on nous prend pas par la main, hein, vraiment on nous explique rien du tout. Parfois il y a des références, on se dit mais de quoi il parle, qu'est-ce qu'il raconte? Mais il faut qu'on se souvienne. Voilà, et il faut qu'on se souvienne de cette mention parce que plus tard ça va avoir une incidence et ça va faire un déclic. Et le truc c'est que chaque livre de cette série, donc j'en suis au 4e, à chaque fois au début on est plongé dans un nouvel environnement et on se souvient de la fin du tome précédent et on se dit mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes où? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Et il faut un moment avant de replacer les pièces du puzzle et de se dire ah d'accord j'ai compris, ils sont arrivés là comme ça, c'est ça qui se passe, etc. Mais tant qu'il n'y a pas le déclic, j'ai un peu l'impression de ramer parce que même si c'est intriguant, parce que les chapitres sont relativement courts et comme on change tout le temps de point de vue, voilà, c'est rythmé, c'est drôle parce que du coup tout ce schéma narratif fait que les personnages qui sont vraiment bien faits et attachants peuvent avoir leur personnalité se transcrit vraiment parce que notamment les personnages qui font les notes de bas de page, ces deux personnages en particulier qui sont assez cyniques et comme ils sont eux-mêmes acteurs dans l'histoire, parfois la personne qui est le narrateur principal va parler de la personne qui fait les notes de bas de page et voilà raconter quelque chose ou faire une remarque sur eux ou quoi. Et donc en note de bas de page, ils vont y réagir en mode non mais franchement là il abuse, c'est pas du tout passé comme ça. Voilà. Et donc c'est drôle. Donc ça c'est plutôt positif, mais le double tranchant c'est que faut s'accrocher. Mais je pense que les gens si vous vous accrochez vraiment au personnage, ça peut vous plaire. Les gens qui aiment les trucs un peu tirés par les cheveux, c'est assez impressionnant. J'ai jamais lu quelque chose qui était aussi poussé dans
tout le travail de fiction, parce qu'au final, si on lit une fiction, autant jouer avec le fait de raconter une histoire, etc. Donc c'est vraiment très bien fait sur ce point-là, mais il faut que je sois hyper dans une bulle pour apprécier. Ouais, c'est... Et il faut que j'arrête de faire de trop longues pauses entre les tomes parce que je suis paumée. Moi je suis pas quelqu'un qui suis une lectrice de personnages. Moi ce qui m'intéresse, ce qui me fait m'investir dans un récit, ça va plutôt être soit l'intrigue, soit l'environnement, voilà, un contexte historique, culturel, si c'est de la fantaisie, si c'est de l'imaginaire, voilà, la création d'un autre monde, mais si c'est réaliste, et bien tout, voilà, peu importe l'environnement, quoi. Et les personnages, vraiment, c'est pas quelque chose... je peux lire un livre avec des personnages qui sont vides, qui servent de support à l'intrigue et à l'environnement, et ça me va très très bien. Mais quand le cœur du récit et les personnages, ça va pas forcément trop me parler. Et je pense que c'est aussi un petit peu pour ça que faut vraiment que je me mette dedans, parce que même si j'aime beaucoup les personnages, quelques-uns particulièrement, je suis pas quelqu'un qui s'attache facilement à des personnages, et du coup j'ai un peu toujours... oula, il faut que je me remette dedans. Et là, donc là j'ai lu une centaine de pages sur de ce tome 4. Comparé aux autres, le déclic de qu'est-ce qui se passe arrive plus tôt. J'ai plus vite compris qu'est-ce qui se passait, pourquoi ils sont là. Non, en fait j'ai toujours pas compris, il y a un truc que j'ai pas compris. Il y a une scène au début, je me dis pourquoi ils sont là, mais je suis pas sûre qu'on me l'ait pas dit. En fait, c'est tellement compliqué que je peux avoir loupé des informations. Et alors c'est vraiment le truc où, est-ce qu'il y a, dans les autres tomes, il y avait un arbre généalogique? Il y est plus là? Ils ont laissé tomber? Non, parce que c'était très drôle, hein. L'arbre généalogique dans les autres tomes, comme il y a des histoires de réincarnation, de changement d'âme, machin, et où il y a des gens qui sont transformés en dragons aussi, ben voilà. C'était incompréhensible. Et donc ça m'a fait beaucoup rire parce que typiquement quand il y a des appendices comme ça dans un livre, genre des cartes ou quoi, c'est pour vous faciliter la compréhension, c'est pour s'y référer en se disant ah oui d'accord, donc machin c'est le fils de machin. Sauf que là ça n'aidait pas du tout parce que c'était alors machin c'est le fils de machin, mais après que son âme ait été échangée avec Bidule qui lui-même est la réincarnation de l'autre. Trop compliqué. Bon là il y a une superbe carte. Je comprends pas. Je comprends pas parce qu'il n'est pas censé y avoir de fenêtres. Et dans le livre ils disent qu'il y a des fenêtres. Parce que il se passe un truc bizarre. Bref. Mais voilà, j'ai lu une centaine de pages. Mon objectif, et je pense je vais lire les 2 derniers tomes à la suite. Parce que ça me le fait à chaque fois. À chaque fois, sur les 4 tomes précédents, les 2 tiers, je rame. Et à la fin, je me dis, ah ouais, ça y est, j'ai compris. C'est le déclic, je suis à fond dedans. Et je pense que si je les lisais un peu plus les uns à la suite des autres, ça irait bien. Il paraît que la version audio, en anglais, je sais pas s'il y a une version audio en français, mais que la version audio est excellente en anglais parce que c'est un casting multiple. Donc il y a des narrateurs différents pour chaque personnage, ce qui est très pertinent pour ce livre, vu que comme je vous l'ai dit, il y a 15 personnes qui parlent en même temps. Voilà. Si jamais vous êtes lecteur audio et que vous comprenez l'anglais, j'ai eu des retours comme quoi c'était beaucoup plus... c'était très prenant en audio.
faire un petit point lecture puisque j'ai lu la moitié donc de The House of Always, qui est le tome 4 de la série de fantasy Le Cœur des Dragons que je suis en train de lire. J'aime plus ce tome-ci que les précédents. Je pense que c'est dû à plusieurs choses. Alors on est toujours dans un schéma narratif un peu alambiqué. Ce que je trouve vraiment exceptionnel, c'est que une pose bizarre parce que j'ai mal au bras. J'ai des courbatures, je peux pas lever les bras plus que ça. Et il y a Motal. Donc je vous tiens de manière fort précaire, mais bon. Donc vous excuserez le cadre. Voilà, on est toujours dans un schéma narratif complètement tortueux. Mais ce que je trouve vraiment génial, c'est qu'à chaque tome, c'est différent. C'est fait de manière différente et elle arrive vraiment à renouveler le concept et à avoir une formule fraîche à chaque fois différente, mais qui a un effet similaire. Et en fait, là, le fait est qu'on a un panel de personnages, on a tous nos personnages qui sont au même endroit. Et le cœur un peu du récit est plus centré sur un des thèmes de cette série qui me plaisait beaucoup, c'est le fait de faire des erreurs et d'évoluer, de changer en tant que personne, et comment gérer ça dans ses relations avec les autres quand nos erreurs ont impacté les autres, les questions de pardon, de rédemption, etc. C'est un thème qui est assez central dans cette histoire, et là, du coup, il est vraiment mis très en avant, et les personnages ont vraiment... C'est le talent de cette autrice sur cette série, vraiment, c'est que les personnages ont l'air de vraies personnes, en fait. Et l'intérêt de la fantasy, moi, pourquoi j'aime lire de l'imaginaire, c'est parce que on peut créer des situations extrêmes et jouer justement sur ces sujets-là de manière plus abrupte, peut-être, plus... c'est pas le mot que je cherche, plus explicite, parce que la situation est irréaliste, en fait. Bref. Et là, pour le coup, c'est vraiment bien fait, et ouais, ça me conforte un peu dans mon impression que cette série, ça va être une série qui va me rester en tête pas mal. C'est marrant parce que c'était assez rare comme cas de figure que la lecture soit difficile, ce qui est pas forcément négatif, mais que la lecture soit plus compliquée, mais que après coup, la somme, enfin le résultat, ne faites pas de sport, l'après coup, depuis que j'ai commencé cette série, j'y pense quand même beaucoup. Les choses me restent en tête, et voilà, c'est plus l'après coup que l'expérience elle-même qui reste. L'inverse est plus souvent vrai. Souvent, je vais aimer lire un livre, voilà, ça va beaucoup me plaire sur le moment, mais 2 semaines après, j'en retiens rien. Là, ça va pas du tout être le cas. Le détail qu'elle met dans les cultures qui sont représentées, parce qu'il y a pas mal de... Ce tome aussi est très politique, puisqu'on va suivre principalement plusieurs histoires. Mais une des histoires qu'on suit de manière assez focalisée, c'est des histoires d'essayer de... Après des catastrophes qui ont décimé les classes dirigeantes dans un pays, et enfin voilà, les gens qui essaient de se sauver, de récupérer un peu tout ça et d'amener les choses vers une meilleure direction. Donc il y a pas mal d'histoires de petits complots, etc. Enfin, de petits complots, de gros complots. Et du coup, on a vraiment... on plonge vraiment complètement dans les questions culturelles, en fait, de ce pays-là, des autres pays autour, etc. Et c'est vraiment très très détaillé. Et je suis vraiment assez impressionnée
tout le travail qui a dû être fait derrière, je n'ose pas imaginer à quoi ressemblent ces plans à cette autrice, parce qu'elle doit vraiment avoir un truc tentaculaire de connexion. Là, il y a des révélations qui sont faites qui, du coup, ont été prévues depuis le tome 1. Il y a des choses très... qui sont parfaitement logiques et qui clairement ont été prévues depuis très longtemps, mais jamais de la vie on l'a vu venir. Mais ouais, c'est très bien fait. Et ce tome-ci me captive plus que les autres, donc c'est d'autant plus chouette. Je tricote un échantillon en Landlust Alpaga Merino. C'est le coloris que j'ai utilisé pour mon gilet Pride and Pearls que j'avais fait en test, que je vous ai montré au cours de ce vlogmas. Et j'échantillonne avec ce reste parce que je vais réutiliser cette laine pour mon projet du nouvel an. Je vais monter le Home Before Dark de Nadia Crétin-Leschen, le premier. Voilà, c'est pas très raisonnable parce que j'ai 2 tests en cours, mais voilà, j'aime bien avoir un nouveau projet au nouvel an et passer la journée du premier à tricoter un projet un peu doudou. Donc je vais faire mon échantillon et ensuite je vais aller me coucher et lire encore plus. Mota est particulièrement pénible aujourd'hui. J'ai une obsession pour la poubelle qui est en métal et qui essaie de... Il n'y a rien dedans qui sent particulièrement, donc je ne sais pas ce qu'il essaie de faire, mais ça lui a pris comme ça aujourd'hui. Voilà. Petit à petit, on élimine les les choses qui le poussent à faire des bêtises, disons. Mais voilà. Pour ce petit bilan lecture. D'un samedi 30 décembre très ensoleillé, ça fait plaisir. Je viens vous faire un petit coucou, vous faire un petit point sur mes projets tricot, un petit point sur mes points sur mes projets tricot et clôturer ce vlogmas. Je porte mon pull Telesto qui est un pull et t-shirt à col V avec cette dentelle sur les épaules et la manche. Et je vais vous montrer un petit peu les 2 tests que je suis en train de tricoter. Ce sont mes projets principaux en ce moment. Le premier donc que j'ai monté hier ou avant-hier, je ne sais plus. C'est le pull citrine que je teste donc pour, j'essaie de trouver le devant du dos, pour Inès Oliveira. Et donc je vous avais expliqué que j'ai eu la chance incroyable de recevoir un coloris qui me convenait hyper rapidement. Ça a l'air tout petit. Bon, c'est un très joli raglan avec un détail de torsade et en fait l'entièreté du corps et des manches est tricotée
dans un point de maille glissé. En fait, c'est comme le renforcement des talons à renforcer. Donc c'est juste une maille sur deux qui est glissée. Ça fait quelque chose d'assez dense. Et il faut vraiment un peu tirer dessus quand on bloque. Donc je vais avancer, je pense que je vais faire la moitié du raglan, essayer, voir si je suis pas trop loin. Et de toute façon, à la fin du raglan, je vais bloquer pour vérifier que je suis bien dans les clous niveau mesure. Elle le conseille dans le patron de toute façon. Et voilà, c'est vraiment très joli. Donc pour rappel, je tricote avec la Woolly Knit qui est un mérino, un pur mérino tout simplement, fingering que je tiens en double. Et c'est le coloris Autono Red. Je tricote la taille 4, mais le patron est vraiment très bien pensé. Vous avez pas mal d'adaptations. Vous avez des rangs raccourcis, des pinces poitrine pour les personnes qui ont une forte poitrine. Vous avez aussi la possibilité de changer la taille de manche par rapport à la taille de votre corps, ce que je vais faire. Donc je fais la taille 4 pour le corps et je vais monter jusqu'à la taille 6 pour les manches. Donc c'est très bien expliqué dans le patron. En fait, il vous faut modifier certains rangs. À la fin du raglan, en fait, il y a certains rangs où vous n'augmentez que sur le corps. Et bien, du coup, si vous voulez augmenter de votre taille de manche, vous rajoutez, vous remplacez les rangs qui étaient censés ne pas augmenter sur les manches par des rangs qui augmentent également sur les manches. Donc elle vous explique très bien comment savoir combien de rangs d'augmentation de manches rajouter, etc. Et le cas de figure où vous avez vraiment besoin d'augmenter de beaucoup de taille par rapport à la taille du corps, vous pouvez monter plus de mailles sous le bras. Donc voilà, c'est très bien pensé, c'est très bien expliqué. Le patron est pas forcément hyper accessible, enfin... Le patron est très clair et complètement exhaustif. Elle vous prend 100% par la main. Par contre, faut tenir, notamment au niveau des rangs raccourcis. Donc vous faites des rangs raccourcis dans le dos. Et en fait, la façon dont les rangs raccourcis sont formulés, c'est juste 12 rangs, mais il y a des rangs où il faut répéter des parties d'autres rangs, il faut en même temps suivre la torsade ici et une zone ici. En fait, vous voyez, les augmentations raglan sont faites pas juste de part et d'autre de la torsade, mais vous avez ici une zone supplémentaire qui descend aussi et qui reste un peu droite. C'est vraiment très joli. Mais ça fait qu'il faut pas mal se référer à différents endroits dans le patron et garder un peu tout en mémoire. Voilà, on est pas mal dans le test à lui avoir suggéré peut-être d'écrire plus dans un détail. On verra ce qu'elle fait, mais dans tous les cas, le patron est présenté d'une manière dont j'ai peu l'habitude. Notamment, elle met pas mal de symboles visuels, c'est très visuel. Et c'est pas mal, parce que c'est très complet, tout en étant succinct. Voilà. Donc voilà, je vais augmenter de taille pour les manches. J'aurais pu augmenter encore, c'est-à-dire j'aurais pu aller jusqu'à la taille 8 pour les manches pour avoir la même aisance que ce que la créatrice porte sur sa version. Vu la coupe, je pense que la taille 6 me suffit parce que ça me donnera 8 cm d'aisance autour de bras. Ce qui va être pas mal pour un raglan assez finalement assez élégant près du corps. Je veux pas trop d'aisance non plus. Bon, tout ceci à supposer que mon échantillon reste correct sur ce vrai projet. J'ai pas encore assez tricoté pour vraiment pouvoir mesurer et vérifier que je suis dans les clous par rapport à mon test. Et dès que ce sera possible, je vais mesurer. Le col passe, voilà, j'ai juste pas pu réessayer entre temps depuis que j'ai commencé le raglan. Mais ça me paraît pas mal, je peux faire le tour de ma circulaire déjà, qui est une circulaire. Je suis désolée, mes voisins, je sais pas si vous les entendez, mais voilà. C'est la fin d'année, donc réunion de famille, etc. Les Mota boudent parce qu'on est allé faire les courses. Vous vous rendez compte, il est resté tout seul 40 minutes. Horrible. Donc ma circulaire fait 80 cm et j'arrive à faire le tour là. Voilà. Voilà.
Donc j'aime énormément ce projet, c'est très très joli. Il va être vraiment très très chouette. Et petit point aussi sur mon autre test qui est le pull Andélion que je teste pour Sophie Okera, je ne sais toujours pas. Peut-être que je lui demande. Elle a repoussé la date de sortie au 9 janvier pour l'instant, puisqu'elle veut rajouter une autre taille. Donc ça c'est chouette. Et il lui faut le temps un peu d'éditer tout ça et de vérifier que ça marche. Donc j'ai un peu plus de temps pour avancer le plus possible. Mais la manche, elle me prend plus de temps que ce que je pensais, très honnêtement. Ça va, c'est pas catastrophique, mais je pensais honnêtement que j'irais beaucoup plus vite sur les manches. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que voilà, les mini circulaires en 3 couleurs, c'est un petit peu pénible. Voilà. Mais en fait, le fait d'être en petite circonférence annule la simplicité du motif. Voilà, donc c'est assez fastidieux, mais ça vaut vraiment le coup, ça va être très très chouette. Donc je verrai comment je me sens une fois que j'ai fini cette manche. Peut-être que je la finirai demain, parce que je suis pas très loin non plus, hein. Il me reste une dizaine de centimètres je pense avant de voir si je peux commencer à faire les côtes. Je vais faire des manches bracelets, et il y a 8 cm de côte. Donc c'est bien quand vous avez des projets tout en jacquard de faire des longues côtes comme ça. Finalement, ça avance plus vite de faire des côtes que de faire le jacquard. Surtout à 3 couleurs. Mais voilà, je verrai. Si j'arrive à la finir assez rapidement, je ferai peut-être la deuxième manche dans la foulée. Et je me garde le corps qui est beaucoup plus agréable à tricoter pour la fin. Mais peut-être que ça va vraiment me démotiver et que je vais plutôt faire le corps et l'autre manche plus tard. Mais très très hâte aussi d'avancer sur celui-ci. Et voilà, c'est tout pour ce vlogmas. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo, merci énormément de votre soutien de manière générale aussi tout au long de l'année, que ce soit sur YouTube ou ailleurs. Et voilà, merci pour vos retours sur ce format, je suis vraiment contente que ça vous ait plu, j'ai bien aimé le faire, c'est un peu fatigant. Et pourtant je le fais que sur une semaine. Hein. Vraiment les gens qui font ça quotidiennement, tu dis... c'est vraiment pas pour moi. Mais à la semaine comme ça, c'est sympa, ça change et c'est agréable d'avoir vos retours de manière un petit peu plus instantanée aussi. J'en referai d'autres, des vlogs comme ça, je pense, plutôt, pas forcément en décembre, peut-être que j'en ferai au printemps, je verrai. Mais en attendant, avec ce rayon de soleil, je vous souhaite une très belle fin d'année 2023, un très bon début de 2024. On se revoit rapidement puisque j'ai des vidéos chouettes prévues assez régulièrement, pas forcément des podcasts, hein, j'ai aussi d'autres vidéos à inspiration, d'autres idées. Qui vont, j'espère, voir le jour. Et c'est tout pour moi. Bonne fin d'année, bon passage à la nouvelle année. Et je vous dis à bientôt. Salut!